Tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur Lastal, Thierry #Henry, donc épisode 107. Aujourd'hui, on va parler donc d'email marketing, donc comment construire une liste d'emails et donc améliorer son taux d'ouverture, son taux de clic, donc, tous les éléments pour bien gérer son business. Je pense que tu as dû l'entendre souvent, donc l'argent est dans la liste. Et donc là, j'ai terminé un expert de l'email marketing qui est dans le domaine depuis plus de 10 ans, qui va me donner plein d'informations. Là, je sors de l'entretien, je suis vraiment content. Plein d'informations, quelqu'un qui connaît son métier, qui aime, qui est passionné. Donc, je te dis tout après avoir remercié le sponsor. ConvertKit, outil numéro 1 pour la construction de ta liste email. Comme tu le sais, l'argent est dans la liste. Je te conseille donc de commencer aujourd'hui à construire ton business avec ConvertKit. ConvertKit te permet de gérer ta liste email et de configurer ton autorépondeur de manière simple et conviviale. La segmentation de mes abonnés par groupe afin d'obtenir un contenu spécifique à leurs besoins n'a jamais été aussi simple. ConvertKit est une puissante plateforme de marketing par email qui automatise énormément le processus de gestion des listes email, ce qui t'offre la possibilité de concentrer tes efforts ailleurs, tout en continuant à faire grandir ton business. Pour tester gratuitement pendant 14 jours aujourd'hui, il te suffit d'aller sur le lien suivant thierry-henry.fr/ckt. Donc thierry-henry.fr/ckt. Donc merci en fin de compte à Olivier Merce, qui est donc mon expert d'aujourd'hui, qui va nous parler donc des différentes techniques d'email marketing, de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, quel logiciel utiliser aussi, enfin plein de choses vraiment très intéressantes. Avant ça, je vais te demander donc de soutenir le podcast en mettant un pouce si tu es sur YouTube, en mettant un commentaire sur SoundCloud, iTunes, Spotify, en partageant. Toi, tu le sais, que ce soit en ligne ou hors de ligne, l'email marketing, c'est vraiment puissant. Donc, partage à tout le monde. On sort de crise où beaucoup auraient aimé avoir une liste email, pouvoir donc communiquer avec ses clients, ne pas stresser, dire que sa boîte doit fermer. Voilà, donc c'est vraiment un sujet important et j'étais content de traiter avec lui. Donc, je te dis tout après donc avoir discuté avec Olivier tout de suite. Salut Olivier, comment tu vas? Eh ben, très bien, salut Thierry. Merci de prendre le temps de nous parler d'email marketing, qui est vraiment un sujet dont on parle chaque année. On dit que c'est la mort du email marketing. Même si je pense que dernièrement, personne ne m'en parlait, parce que pendant la crise, je pensais qu'il y avait une belle liste, c'était bien content. Il était bien heureux. Ouais, on en a parlé souvent de la mort de l'email marketing avec les réseaux sociaux, les applications, et finalement, ça reste un outil qui est comment dire facile à mettre en œuvre, qui a prouvé déjà son efficacité, son niveau de rentabilité. Aujourd'hui, 1 dollar investi rapporte à peu près 11 dollars pour un annonceur. Donc, du coup, c'est un canal de communication qui ne veut pas mourir et qui ne mourra pas. J'en suis persuadé. Et puis, c'est aussi le canal de communication de prédilection des utilisateurs finaux. Voilà, ils ont cette maîtrise avec la possibilité de se désabonner, des choses comme ça qui leur plaît beaucoup. Donc du coup, voilà, ça reste un canal de communication stratégique. On est rentré dans le vif du sujet Ouais, sans désolé. présenter. Donc, je vais te laisser te présenter, mais surtout, je vais revenir après sur peut-être pas maintenant, mais le 1 € égale 11 dollars, parce que pour moi, c'était moins. Donc là, c'est vrai que toi, en général, on ne l'a pas dit, mais tu vas le dire, tu travailles plutôt avec les gros en général, les grosses PME, ETI et grands groupes. Mais bon, tu as aussi fait les petites sociétés, donc on va donner des conseils pour mon audience qui est plutôt Ouais, TPE, PME. Donc, on va essayer bien sûr, d'allier tout ça. Donc, je te ça laisse te marche. présenter. Eh bien, écoute, merci. Donc moi, c'est Olivier Mertz, M-E-R-Z. Voilà, donc je suis dans le domaine de l'email marketing depuis une bonne dizaine d'années. Après avoir, comment dire, mené mon parcours dans le digital pendant également 10 ans, plutôt côté, on va dire, responsable web marketing e-commerce. J'ai eu envie d'attaquer la partie email marketing parce que pour moi, après ces 10 ans d'expérience dans le e-commerce pour des annonceurs, pour des agences en France, aux États-Unis, en Angleterre, c'est le canal de communication qui m'attirait le plus parce que très personnel, parce que très pointu, précis. Et du coup, j'avais envie d'aller plus loin. Et surtout, après avoir développé mes connaissances sur le domaine, je me suis rendu compte qu'il y avait un positionnement qui à mon avis était à développer, qui était d'apporter un 360 degrés aux annonceurs, aux entreprises, un 360 degrés autour de l'email marketing. À l'époque, j'en voyais pas vraiment. Il y avait des routeurs d'un côté, il y avait quelques bons consultants de l'autre, il y avait de bons créas. Enfin bref, rien n'était regroupé en un seul et même point. Ce que j'ai fait. Et finalement, c'était une bonne idée puisque 10 ans après, je continue de travailler avec, alors effectivement, plus de grands groupes que de moyennes entreprises, mais je pense que c'est plutôt un hasard parce que j'ai quand même eu la chance de travailler avec des sociétés plus modestes. Et c'est intéressant, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, mais effectivement, j'ai plus souvent des sollicitations de structures importantes
qu'une entreprise à plus petite taille. Voilà. Et tout ça, mais bon, on en a parlé en off, mais je voulais en parler. Tout ça, c'est un site internet. Donc, nous, on se tue à créer des sites. Toi, tu fais du business sans avoir le site internet. Oui, j'avoue que je suis certainement comme tous les cordonniers assez mal chaussés. C'est un projet pour moi de remettre les choses un petit peu à plat rapidement. Mon parcours a fait que je me suis surtout focalisé sur le service pour mes clients et donc ça a pris du temps. Et puis pendant une période, j'avais aussi racheté une partie d'une entreprise dans le même domaine pour mutualiser nos forces à l'époque. Donc du coup, ma structure était entre guillemets prévue de disparaître au profit de cette autre structure et finalement non. 4 ans après, je me suis éloigné pour continuer de me focaliser dans l'emailing, travailler sur d'autres gros systèmes et travailler dans la data, qui n'était pas le positionnement de cette structure que j'avais racheté en partie. Et donc, du coup, maintenant, il faut que je me refasse un site. Ça va faire à peu près 1 an là que je me suis relancé sur ces thématiques avec Salesforce, avec toute la partie data et évidemment l'email marketing. Donc oui, il est urgent que je remédie à cette visibilité. Mais bon, après, ma présence LinkedIn m'aide énormément également, quoi. Surtout pour les pros, ouais. Et on va quand même citer, parce que tu ne l'as pas dit, donc Real Event Relevant Noticia. Alors Noticia, Relevant voilà. Noticia, voilà, c'est un produit que j'ai développé il y a maintenant 2 ans. L'objectif, c'est d'aider les annonceurs à être plus pertinents dans leur communication. Quand j'ai créé Relevant Noticia, je me suis rendu compte que l'intégralité de mes clients travaillent les performances en analysant les campagnes. Donc on regarde les performances sous l'angle de la campagne, ce qui est très bien, hein, ce qui est une très bonne chose à faire. Et on peut travailler même intelligemment les choses en comparant des choses comparables avec des typologies de campagne, des dates. On peut créer une petite sorte de petit cube très intéressant, très intelligent. Donc ils font tout ça de façon plutôt naturelle. Par contre, la performance sous l'angle de l'utilisateur, de l'individu, il y a pratiquement personne qui le fait. Donc je me suis dit c'est quand même dommage parce qu'on en apprend énormément également en regardant la partie comportementale de l'utilisateur final. Du coup, j'ai créé Relevant Noticia, qui est un système qui génère un score d'engagement et qui, avec les logs des campagnes, va permettre de collecter toutes les actions de chaque utilisateur individuellement et ensuite de permettre de savoir quel type de message envoyer à quelle personne et à quel moment, comment est-ce qu'on peut optimiser la pression, si on doit accélérer, freiner, si on devait accélérer, quel type de message on doit lui envoyer ou inversement. Donc voilà, donc ça produit beaucoup de données très opérationnelles qui a plu à pas mal de grands groupes, encore une fois, qui ont testé l'outil pour, par exemple, mettre en place des systèmes de gestion des inactifs. Avec mon système, par exemple, on peut voir venir des désengagements à la différence d'un annonceur qui va à un moment dire tiens, celui-là, il n'a pas ouvert ni cliqué sur aucune de mes campagnes depuis 6 mois, il a l'air mort. Alors oui, il est mort, il est clairement parti et on le récupérera pas. Avec mon système, on le sent se désengager, on le sent lâcher. Et à ce moment-là, on peut commencer à anticiper sur comment est-ce qu'on peut le conserver, prolonger la relation, parce que je veux pas dire qu'avec moi les gens ne partent pas, mais disons qu'ils restent plus longtemps et surtout on comprend pourquoi ils partent et on sait quel type de message leur envoyer pour les conserver un maximum de temps. Voilà. Mais après, avec l'outil, on peut faire énormément de choses sur En tous les cas, l'outil, envoyer. on en reparlera. Ouais, Malheureusement, tu n'as pas de site, donc je mettrai le lien après. ouais, Ceux qui écoutent exactement. l'enregistrement, donc ce sera après. Mais Ouais. c'est intéressant parce que même là, parce que moi, je suis un peu aussi dans la data depuis quelques mois. Et c'est vrai que ça me faisait penser un peu à tout ce qui est deep learning, machine learning, parce que bah, là, tu vas très loin pour mieux comprendre et comprendre son client. Donc, je pense qu'on en reparlera. On fera un autre épisode avec quand tu seras plus avancé. Donc, D'accord. on va revenir sur l'email marketing. Donc, Très bien. tu viens de dire ce qui marche, parce qu'on est en 2020. Il y en a qui le font depuis des siècles. Il y a eu toutes des choses qui sont arrivées comme l'RGPD, enfin plein de choses. Donc, Ouais. et plein de gens ont des petites listes de 100, 200 et ils sont bloqués, ils n'arrivent pas à augmenter. Donc, tu vas nous dire comment on peut faire. Donc, toi, actuellement, si tu as un petit client d'une petite TPE qui est tout seul ou sinon qui a deux, trois personnes, comment il fait pour booster son entreprise et développer sa liste? D'accord. Bah, je pense que Et sur je la précise partie. bien, et comme ça, je vais t'embêter, même si Oui. c'est un garage ou un boucher. Voilà, parce que souvent, on pense qu'il faut être webmarketeur et qu'il faut être en ligne, mais voilà, on sort de la crise, il y a des personnes qui ne peuvent pas continuer Ouais. à bosser, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, on peut rester en lien, mais on récupère en général, pas toujours difficilement les mails. Il faut en général les envoyer ailleurs, parce que les plateformes appartiennent à Facebook et aux autres. Donc, il faut connaître les choses. Donc, comment on fait quand on n'est pas vraiment de l'email marketing pour développer sa liste?
Clairement, je pense que là, le plus simple, c'est de collecter sur le point de vente les adresses email. C'est voilà, d'expliquer en quelques mots à son client que on aimerait beaucoup pouvoir garder le contact avec lui, lui envoyer des offres intéressantes, lui envoyer des messages pertinents, le rassurer sur le fait qu'on va pas commencer à le spammer avec tout et n'importe quoi, avec une fréquence de dingue, qu'on va garder les datas, elles ne seront pas vendues ni échangées ni quoi que ce soit. Je pense que il y a beaucoup de points de store qui font ça, qui proposent de s'inscrire sur une mailing list. Donc je pense que pour une petite entreprise, le boucher du quartier, je pense que c'est une excellente idée hein, de se dire je vais proposer des messages pertinents à mes clients. Il n'y a rien de tel que le point de vente pour le faire, ça c'est certain. Après, il y a toute une démarche à mettre en place pour bien expliquer qu'est-ce que le client va recevoir comme message, pourquoi il a intérêt à recevoir ce message-là, le fait qu'il reste libre à tout moment d'arrêter de recevoir ces communications, de le rassurer sur la partie RGPD, la partie compliance sur cette dimension très importante, sur la donnée, la sécurité des données. Donc je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de commencer par communiquer au niveau de son point de vente. Au moins, il est certain qu'il va avoir en face de lui des personnes qui sont intéressés par son produit. Forcément, puisqu'ils vont dans la boutique, c'est qu'il y a de fortes chances qu'ils aient un besoin. Et du coup, on a naturellement déjà un recrutement de qualité avec des personnes qui ont un profil en adéquation avec les messages qu'on va envoyer par la suite. Ça, c'est Surtout que moi, certain. je l'ai déjà vu dans le fond de compte, c'est une petite carte que tu mets quelque part parce que tu forces pas les gens à le faire. Des fois, certains magasins le font. Ils disent voilà, remplissez ça, mais bon, ça, c'est peut-être un peu trop forcé. Ouais. Ils le mettent et tu leur dis ou tu le notifies et les gens mettent deux, trois, enfin, juste prénom, email et c'est tout, quoi. Oui, voilà, je pense il faut pas chercher très compliqué dès le départ parce que collecter de l'information, il faut vraiment qu'elle soit exploitée. Si vous lui demandez sa date de naissance, il va falloir vraiment pouvoir en avoir une utilité. Sinon, ça sert à rien de lui demander quelle est son adresse, sa date de naissance, s'il a un chien ou un chat ou des choses comme ça. Il faut vraiment collecter de la donnée qu'on va exploiter tout de suite. Sinon c'est compliqué. Ça freine un petit peu la transformation de l'opt-in. Donc pour des petits commerces, l'idée c'est simplement de récupérer civilité, nom, prénom et adresse email. Après, il y a plusieurs techniques différentes. Est-ce qu'il va leur demander d'écrire manuellement sur un support, un cahier ou un bon à déposer dans une urne, avec le risque voilà, de l'erreur en recopiant le message, ou alors le top, effectivement, c'est de pouvoir, avec une tablette sur place ou une application ou un site, saisir directement son adresse mail, ce qui va tout de suite permettre d'envoyer un email de confirmation, le système de double opt-in. Est-ce que vous êtes bien d'accord pour recevoir nos communications? Du point de vue RGPD, c'est le top parce qu'on peut prouver qu'on a l'opt-in. Du point de vue de la qualité de la donnée, c'est aussi le top parce qu'on est certain que si la personne valide, confirme bien son opt-in, c'est que l'adresse email elle est correcte et qu'en plus c'est son adresse email principale, donc c'est pas une adresse poubelle. Donc on va pas se retrouver avec un inactif qui aura jamais ouvert ou cliqué sur le lien. Ça c'est effectivement l'idéal. Maintenant effectivement, c'est des moyens techniques, des connaissances qui sont pas forcément à la portée de tous les commerçants de quartier. Mais Mais voilà. j'allais venir parce qu'en plus, souvent, là, j'ai fait exprès de choisir des gens qui souvent n'ont pas de site, garage ou boucher. Ouais, Ça dépend un peu s'ils sont franchisés ou pas. Souvent, ils n'ont pas de site, ils ont souvent qu'une page Facebook. Ils se prennent ouais. pas la tête, ils prennent une page Facebook. Donc, est-ce que donc avant ça, plutôt, il faut faire une marche arrière, leur dire voilà, il faut quand même avoir un provider donc d'email marketing. Il faut donc peut-être avoir une séquence de 3-4 mails au minimum, je sais pas. Et après, donc, avoir une personne qui le gère. Donc, il peut y avoir certains gérants qui ont un peu d'appétence qui vont le faire et d'autres qui vont pas le faire du tout. Donc, Ouais. si tu collectes des mails et tu fais rien avec, ça n'a pas de sens, quoi. Oui, c'est un peu le système des réseaux sociaux et je suis pas expert sur le sujet, mais ouvrir une page Facebook pour avoir une page Facebook, ça sert à rien si on n'anime pas sa communauté, on construit pas une communauté, on répond pas aux questions des gens, on répond pas aux critiques quand ça arrive. Le canal email, c'est exactement la même chose. Se lancer dans l'emailing, c'est finalement, il faut d'abord avoir une stratégie et être très clair sur le fait que disposer d'une base de données avec des opt-ins, c'est un trésor et il faut le travailler, l'entretenir. Donc envoyer des messages régulièrement, des messages pertinents, penser à gérer les nouveaux arrivants avec un programme de welcome, penser à s'occuper des inactifs.
quand ils sont inactifs, bon, c'est de les sortir de sa liste, mais c'est aussi peut-être de tenter de les réactiver. C'est bien réaliser que construire une newsletter, c'est pas forcément complexe en soi, mais ça prend du temps. Il y a aussi des petites techniques à connaître pour que ce soit successful, que les emails soient clairs, qu'ils soient lisibles sur des smartphones, sur des PC. Donc il y a effectivement un petit peu de recul, un peu de métier à connaître pour que ce soit vraiment bon. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, ça vaut la peine de mettre en place tous ces efforts-là pour se constituer un canal de communication additionnel puissant sur lequel on peut faire une vraie forte personnalisation et faire une grosse différence pour rester en contact avec sa clientèle. Je pense que Bah, c'est aujourd'hui vital, quoi. surtout que si on compare, parce que là, on est resté plutôt sur une clientèle TPE locale, on va dire. Bon, après, on va peut-être bouger un petit peu. C'est que souvent, les concurrents ne le font pas, donc c'est déjà un avantage. Et Ça que c'est aussi. que le marketing n'arrête pas d'augmenter, même si pendant la crise, heureusement, c'était pas cher. Mais pendant le marketing augmente, donc ceux qui font de la pub Facebook, Google le savent. En général, ça n'arrête pas d'augmenter le coût par clic. Et Ouais, donc, c'est vrai, quand on a un mail, bah, il est là. S'il ne bouge pas, et si on fait ce qu'il faut, c'est exactement. du chiffre d'affaires gratuit, entre parenthèses, hein, gratuit, Ouais, quasiment gratuit. c'est Donc, toi, ça. pour un petit commerce, tu conseilles, tu penses qu'il faut avoir quoi 100 mails, 200 mails, 1000 mails? Parce que quand on est marketeur, souvent, on dit qu'il faut avoir 10 000, 20 000 et autres. Tout à l'heure, tu as parlé d'une chose qui m'a paru bizarre. Tu m'as dit un dollar égale. Non, un email, c'est 11 $. Alors, un email investi, 11 dollars, c'est statistique mondiale. D'accord. Avec, on mélange tout, hein, les grandes, les petites entreprises. C'est D'accord, ok. surtout un exemple que je reprends pour illustrer le fait que c'est un canal, digital vraiment rentable et performant. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les canaux. Mais celui-là l'est particulièrement, évidemment, sous réserve de respecter les best practices et de faire correctement son travail. Après, pour en revenir à ce que tu disais par rapport à la taille de la base, sincèrement, une base de 50 contacts bien qualifiés, bien animés, vaut plus que d'avoir 1000 ou 10 000 contacts qui n'ouvrent pas, ne cliquent pas et sur lesquels on n'en fait rien. Donc, je pense que la dimension de la volumétrie des données, combien il faut que j'ai d'adresses email en base, pour moi, ça n'a pas vraiment c'est pas vraiment là-dessus qu'il faut s'attarder ou qu'il faut s'inquiéter. C'est de se dire, à partir du moment où j'ai les adresses, il va falloir que j'en fasse quelque chose, que je garde une hygiène de base de données, que j'envoie des messages pertinents. Il vaut mieux un bon, beau programme d'email marketing sur 100 personnes que quelque chose d'un peu moyen sur 10 000 personnes. Et donc, par rapport à ça, parce que moi, c'est mon cas personnel, hein, je vais te le dire, donc certains vont peut-être être déçus, parce que ceux qui m'écoutent sont peut-être dans ma liste. Je trouve que j'ai une liste qui n'y répond pas trop. Donc, Ouais. je me dis, est-ce que ça vaut le coup, en fin de compte même à un moment, je crois que j'en ai eu marre. Je me dis, vas-y, je vais tout virer, je vais recommencer à zéro. Parce que j'ai une liste, mais elle n'est pas. Désolé pour ceux qui écoutent, hein. Euh, Quand je regarde les stats, même si je ne suis pas un roi de la stat, je me dis, waouh, mais quel intérêt d'avoir une liste, quoi. Des fois, tu te dis, mais tu fais tout ce qu'il faut, enfin, tu crois faire ce qu'il faut. Après, donc, tu vas me dire ce qu'il faut faire réellement, Ouais. plutôt pour là, les personnes qui sont en ligne. Et l'anime, parce que moi, je crée du contenu. Donc, techniquement, je suis en inbound marketing. Donc, j'ai le podcast que je publie 2 fois par semaine. J'ai une vidéo, bon, là, j'ai un peu stoppé. J'avais des articles. Donc, voilà, c'est pas comme s'il y avait rien. Non, mais bien Après, sûr, mais c'est tu vrai, sais, je suis pas comme quelqu'un que j'ai invité qui fait j'ai un invité qui, lui, faisait voilà, un mail par jour. non, Donc mais là, bien c'était sûr. un cas à part. Mais tu sais, les gens changent et c'est normal. Et leur centre d'intérêt aussi évolue. Regarde, prends l'exemple d'un jeune couple. Au bout d'un moment, ils vont avoir un enfant. Cet enfant va grandir et tu vois, les besoins, les centres d'intérêt vont évoluer. Donc c'est logique que tout ça, ça change et qu'à un moment, tu te retrouves avec des contacts dans une base qui soient pas actifs, qui n'ouvrent plus, qui cliquent plus. Je pense que l'important, c'est déjà de le repérer, de comprendre ce qui a généré du désengagement, de pas traîner avec soi des inactifs dans une base qui va avoir après un effet assez négatif sur ton niveau de e-réputation et d'aboutissement, donc finir en spam ou pas. Donc c'est logique que tu aies des contacts qui après au bout d'un moment soient pas actifs. Pour toi, l'important c'est de continuer de recruter des contacts qui sont vraiment en adéquation avec ce que tu proposes. Et puis ensuite, tu as aussi, entre guillemets, j'ai envie de dire, ce devoir d'envoyer vraiment les meilleures informations le plus fréquemment possible, tu vois, pour que tu répondes vraiment aux attentes des personnes qui te donnent leur opt-in et qui se disent, j'adore ce que tu fais, et j'adorerais en recevoir plus et en recevoir régulièrement. Donc, continue, entre guillemets, sur ta lancée, sur ton positionnement, sur ce que tu fais de vraiment très bien. Et après, il faut accepter qu'il y ait des contacts qui, au bout d'un moment, vont se dire, bon, bah finalement, voilà, mon centre d'intérêt, c'est un peu décalé. Et maintenant, je m'intéresse plutôt à ça. Du coup, bah, tu te retrouves avec des gens qui sont moins engagés avec toi. Ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. Ça tombe très bien ce que tu dis, parce que là, je vais prendre des petits points dans ce que tu viens de dire.
C'est que, est-ce que donc dès le départ, alors pour vraiment revenir à zéro, même si avec le boucher le garage, on sait pourquoi les gens viennent, donc on connaît le persona, Mhm. est-ce que quand on est en ligne, il faut pas dès le départ plutôt bien définir son persona, même si je suis pas fan du mot persona, parce que pour moi, bon, je suis pas trop dedans, mais bon, dans le marketing, il dit qu'il faut le faire, pour ne pas se tromper, pour que les gens, quand ils vont opt-in, ils vont venir rentrer dans la liste, c'est dans la, donc pour la bonne raison, ou sinon il faut automatiquement bien segmenter. Alors quand je fais un article sur l'immobilier, par exemple, ce que je fais moi, mais bon, j'en ai fait, ben, je segmente, et quand je fais un article sur l'affiliation, ben, je segmente. Comme ça, il n'y a pas d'embrouille, et je ne veux pas juste envoyer pour envoyer, penser que ça va, c'est magique et que tout le monde va répondre, parce que ça ne correspond pas automatiquement à la cible. Oui, non, mais bien sûr. Effectivement, mais je pense que au départ, tu as besoin d'avoir, ce que j'ai envie de dire, les idées claires. Et ce que disait Boileau, c'est ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. J'adore cette citation. Concrètement, c'est que si au départ, tu as les idées claires et tu sais exactement ce que tu veux faire et où tu vas, à qui tu parles, ça va être relativement simple de pouvoir te projeter sur une stratégie, sur une méthodologie pour construire ton programme relationnel. Ton programme relationnel, voilà, il va s'adresser à une certaine typologie de personnes avec des besoins bien précis. Comment tu vas y répondre? Comment est-ce que tu peux continuer, comment dire, à collecter des informations additionnelles pour être toujours plus pertinent dans les informations que tu vas leur envoyer? Donc effectivement, après, il y a une dimension de segmentation qui arrive, de personnalisation des contenus qui arrivent. Et après, on est dans cet échange-là. Voilà, tu as ton positionnement, tu apportes quelque chose et tu vas envoyer des informations et tu vas récupérer ensuite un feedback. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que la personne me dit clairement ça m'intéresse, ça m'intéresse pas? Par rapport à son comportement, tu peux en faire des déductions. Donc, ce faisceau d'indices concordants entre le comportemental et le déclaratif te permet d'affiner finalement au départ ton positionnement, ta stratégie, ce que tu as en tête, ce que tu as envie de faire. Et ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, le point de départ le plus important. À partir du moment où ça, c'est clair, tu vas pouvoir facilement te dire, très bien, donc, du coup, moi, voilà comment je vois mon relationnel, voilà comment j'accueille mes nouveaux arrivants, comment je les rassure, comment je leur explique ce que je vais faire, voilà le déroulement d'échange, voilà des emails automatiques que je peux mettre en place si il se passe telle action ou tel événement, et ensuite, comment est-ce que je continue de, 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 de gérer l'hygiène de ma base avec des contacts qui vont potentiellement être inactifs, partir. Et voilà, avoir cette idée claire sur ce que tu es, sur ce que tu apportes et comment tu vas le mettre en musique, c'est le plus important. Là, je vais t'orienter indirectement, parce que c'est bien ce que tu as dit, mais moi, je vais te dire un truc tout de suite, parce que par rapport à ce qu'a dit Boileau, ce qui est très mignon, mais imaginons que souvent, tu crois avoir les idées claires, tu penses que tu connais, mais en fin de compte, ben, c'est clair pour toi, mais c'est pas clair pour l'audience. Donc, Ouais. donc là, je vais t'orienter. Est-ce que, donc, je vais pas, comme tu es, en plus, tu as des grands comptes, donc je vais te sortir des grands mots. Est-ce qu'il y a un type de KPI qui fait qu'en fin de compte, tu vas te dire, par rapport au taux d'ouverture, par rapport à certaines choses qui vont t'alerter, tu vas dire, voilà, là, tu pars, t'es pas bon du tout, donc faut repartir à zéro, il faut modifier des choses. Ouais. Bon, après, effectivement, en fonction de ton industrie, de ton secteur, tu peux te comparer à des benchmarks pour savoir si tes ouvertures, tes clics sont bons. Après, en fonction aussi de ce que tu fais par rapport à de la transformation, sur de la collecte d'informations, sur des actions, sur des prises de contact, là aussi, tu peux mettre en place d'autres indicateurs plus spécifiques à ce que tu fais. Il y a des indicateurs qu'il ne faut pas perdre de vue non plus, qui sont tournés délivrabilité pour s'assurer que tous les efforts que tu mets en œuvre ne finissent pas en spam, ce qui serait fort dommage. Et des fois, c'est le cas pour des bêtes questions techniques ou de pratiques marketing, alors que tu penses bien faire. Finalement, les filtres anti-spam n'apprécient pas du tout et tout ça, ça se termine en boîte de spam et personne ne lit rien. Donc effectivement, il y a les indicateurs classiques de réactivité que tu vas suivre et que tu peux entre guillemets comparer avec un benchmark pour savoir où tu en es. Et c'est surtout aussi l'évolution. Est-ce que tu sens que tu arrives à faire grandir doucement mais sûrement ces indicateurs d'activité, d'ouverture, de clics et tout ça dans le temps, en fonction de tests que tu peux mettre en place aussi. Parce que effectivement, tu peux avoir les idées claires au départ sur ce que tu as envie de faire, mais après, il faut tester. Tu as besoin de tester les choses. Tu peux pas te dire qu'à chaque fois, tu sais exactement quelle sera la meilleure approche, les meilleures choses à faire. Donc, tu as besoin à un moment de tester, de dire, tiens, ben, je pense que telle approche textuelle, ergonomique, graphique, c'est ce qui est de mieux pour moi. Et donc, il faut que tu testes pour essayer de te constituer une sorte de bible personnelle des best practices de ton métier et de ta base de données pour optimiser les résultats. Là, tu es juste en train de confirmer que l'email marketing, c'est bien, mais c'est pas facile, c'est un métier.
Oui, c'est à la portée. Tu sais, moi, j'ai surtout envie de dire, lancez-vous. Aujourd'hui, vous vous posez des questions, vous avez potentiellement envie de vous lancer dans l'email marketing. J'ai envie de dire, faites-le. Commencez doucement, tranquillement. Posez les bases. Ensuite, faites-vous aider pour justement aller plus loin. Mais quoi qu'il arrive, je pense qu'il ne faut pas reculer en se disant, oh là là, c'est trop compliqué, je vais pas y arriver, il y a tellement de trucs et tout ça, je vais juste me perdre mon temps et me casser les dents. Pas du tout. Je pense que il faut à un moment démarrer et ensuite capitaliser sur ses résultats pour aller plus loin. Le chemin n'est pas si long et si compliqué. Par contre, les fruits peuvent être vraiment super beaux assez rapidement. Mais il faut Bon, effectivement, je pense, garder en tête qu'à un moment, il faudra se faire aider pour optimiser les choses, quoi. bah, c'est pour ça, je pense que ça, on va finir par ça, donc je vais en parler après, parce que c'est vrai que moi, j'entends plein de marketeurs qui se font aider, qui n'ont pas, qui même pour leur mail personnel, ont une assistante et eux ne gèrent jamais de mail, vont regarder une mail une fois par semaine. Et puis Mhm. pour le faire grandir la liste, ils passent ça à un pro, hein. Pour tout, il y a des professionnels, donc pourquoi s'embêter à le faire quand on peut le faire par d'autres. Mais bon, après, il faut avoir les moyens, donc ça, on en parlera après. Par rapport à la délivrabilité, donc souvent on m'a dit que ça dépend aussi du logiciel et de sa façon de faire. Parce que moi ma base, mon fonds de commerce, ça reste, même si ça a changé, l'affiliation. Et on conseillait, par exemple, de ne pas prendre MailChimp parce que c'est un peu risqué d'envoyer trop de mails, donc il faut passer par Weber ou d'autres. Donc est-ce que le logiciel est important ou c'est juste c'est n'importe quoi? Il a son importance, mais il faut la relativiser. C'est pas parce que tu as utilisé Mailchimp que tu vas te retrouver en difficulté. Pas du tout. À partir du moment où tu vas utiliser des logiciels comme par exemple Mailchimp, Sarbacane ou d'autres, il faut juste que tu comprennes un truc, c'est que tu travailles avec un outil qui est branché sur l'Internet avec des adresses IP, et ces adresses IP, tu les partages avec tous les autres utilisateurs. Donc l'adresse IP, c'est ce qui permet, entre guillemets, entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'autres facteurs, mais au filtre anti-spam de savoir qui s'adresse à moi. Et cette adresse IP, elle a une e-réputation. Est-ce que c'est une adresse IP qui envoie régulièrement des bons messages ou est-ce que c'est plutôt des adresses IP qui envoient du spam? Donc le logiciel a son importance également. Il vaut mieux prendre un logiciel connu. Mailchimp est très connu, Sarbacane également, pour travailler ces campagnes d'emailing parce que c'est des gens qui ont compris comment fonctionne la délivrabilité et qui vont la piloter et qui vont s'assurer que s'il y a des gens qui partagent l'adresse IP et qui font des choses qui sont pas du tout correctes et que c'est plus apparenté à du spam, ils vont les sortir. Donc le logiciel effectivement a son utilité. Par contre, je pense que ce qui est le plus important dans la constitution de ta réputation pour pas finir en spam, c'est comment tu travailles. Est-ce que tu envoies des emails tous les jours et tu surcharges les contacts, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Est-ce que tes contacts vont être engagés, il y aura des ouvertures, des clics, ce qui sera repéré par les filtres anti-spam, ils le voient, le niveau d'engagement de tes utilisateurs. Euh, Est-ce que tu gères correctement ta base de données, par exemple en supprimant tes spam traps, en gérant tes inactifs et choses comme ça, pour démontrer que tu as vraiment une base de données clean, ça va faire une énorme différence. Donc là, je pense que il est plus important, j'ai envie de dire, de travailler surtout sur la dimension marketing et de bien respecter les best practices de la délivrabilité sous l'angle du marketing et de travailler effectivement avec des logiciels connus qui, eux, sur la partie technique et e-réputation des adresses IP, vont gérer ça à ta place correctement. Donc je pense que sur la partie delivery, si tu fais correctement ton travail, avec une base propre, en envoyant des messages pertinents qui vont se traduire par des ouvertures et des clics, normalement, ça commence bien. L'angle est bon pour commencer. Mais c'est pas parce que tu utiliserais un logiciel X, Y ou Z que ça va conditionner ton résultat. C'est évidemment, n'utilise pas Outlook sur ton PC pour envoyer des campagnes d'emailing parce que ça fonctionnera pas du tout. Pour envoyer des campagnes d'emailing, il faut vraiment utiliser des logiciels d'emailing. Même si Outlook sait faire des fonctions de fusion publi-postage qui pourraient être intéressantes, ça marchera pas. Ça autant arrêter direct. Là, c'est une perte de temps, c'est clair. D'accord. Concernant donc juste une notion, comme c'est ton métier, entre newsletter et email marketing, est-ce qu'il faut faire une grosse différence? Oui, entre guillemets, la newsletter pour moi c'est vraiment cette communication récurrente avec une information voilà, sur l'actualité de l'annonceur et des informations comment dire intéressantes. L'emailing c'est plus
des campagnes précises, avec des messages précis envoyés à des groupes de personnes au bon moment. Donc c'est deux approches qui sont un petit peu différentes. Du coup, moi, je les séparerais dans l'activité d'un annonceur en disant c'est très bien d'avoir des newsletters, il faut le faire et techniquement parlant, il faut leur attribuer une sorte de sous-domaine pour que ce soit géré de façon un petit peu indépendante de ce que tu fais pour des campagnes d'emailing, de manière à ce que techniquement parlant et du point de vue de la délivrabilité, ce sont deux choses qui sont gérées potentiellement par le même outil, avec le même nom de domaine et tout ça, mais avec une petite séparation technique pour préserver l'un ou l'autre en cas de dérapage, s'il y a un moment il y avait quelque chose qui posait un problème du point de vue du spam. Et puis effectivement, après, c'est dans la façon de le travailler. La newsletter, comment dire, tu ne la travailles pas de la même manière que des emails que tu vas envoyer à un groupe de personnes pour leur proposer une opération commerciale spécifique ou parce que tu as un message pertinent à envoyer à un groupe de personnes bien particulier. La newsletter, c'est pas la même philosophie. Ouais, parce que moi, j'ai même vu des gens qui, leur business, c'est vraiment la newsletter, surtout dans la finance, bizarrement, où il faut même payer, je crois que c'était 60 euros par mois. C'est un grand financier, et même en France, il y en a un, je crois, qui le fait, Ouais, où ben, il a une liste tellement énorme, il envoie, et les gens, en fin de compte, patientent, quoi. Il envoie une liste c'est clair. Oui, toutes oui. les semaines, et puis il a un abonnement payant pour sa newsletter. Donc, c'est énorme, quoi. Quand on y pense, Bah, tu vois, c'est juste de l'écrit, mais bon, il y a des bonnes idées à l'intérieur, mais quand tu dis, tout à c'est fait. énorme. Bah, c'est vraiment bien ce que tu me dis parce que moi j'ai bossé aux USA pendant 2 ans. J'étais basé à New York et je bossais pour une boîte qui s'appelle Energy Intelligence, qui est une boîte américaine qui emploie une centaine de journalistes extrêmement pointus dans le domaine du gaz et du pétrole. Et leur job à eux, c'est de produire des contenus à très haute valeur ajoutée. Et donc, Energy Intelligence envoie à ses abonnés des newsletters pour leur dire voilà, on a publié ça, on a telle information qui est à disposition, vous pouvez venir les chercher. Alors c'est du pay as you read, c'est de l'abonnement, des choses comme ça. Et on envoie effectivement des newsletters que les gens sont impatients de recevoir pour qu'on leur dise quelles sont les nouvelles publications, les nouvelles informations qui sont à disposition. Et ils sont super contents de les avoir. Et potentiellement même, cette newsletter-là, on pourrait l'envoyer une fois par semaine. Elle aurait autant de performances et de résultats que si on l'envoyait qu'une seule fois par mois. Et en parallèle, dans cette société, on envoyait également, j'ai envie de dire, c'est plus des newsletters, là c'était carrément des messages conçus sur mesure avec des articles qui répondent aux attentes des utilisateurs par rapport à des mots-clés qu'ils avaient sélectionnés dans une base de données et avec un système de sémantique, on se disait, si ces mots-clés-là t'intéressent, ils sont retrouvés dans tel et tel article, je t'envoie par email de façon quotidienne une sorte de résumé de toutes les informations qui peuvent t'intéresser. Et on avait des contacts comme Total, BP, Shell, des gens qui ont besoin d'informations pour bien faire leur travail et qui étaient ravis. Et je peux t'assurer que les taux d'ouverture et des clics étaient mais pharaoniques. Entre la newsletter en leur disant on en est là dans la publication de bases de données, de livres, d'articles, des choses comme ça, et sur des newsletters, enfin là c'est plus des emails avec du contenu à haute valeur ajoutée, ultra personnalisé. Concernant donc là, on va revenir sur l'email marketing et surtout donc sur l'opt-in pour faire grossir sa liste. La mode, c'était un moment donc d'avoir du PDF. On voit de plus en plus maintenant donc, les gens qui font de la vidéo. Où j'ai même vu une personne. Genre, une fois, je blaguais avec un invité. Je lui disais ouais, moi, je ferais plutôt une liste parce que j'aime bien l'audio. Je ferais peut-être une email marketing que audio. Et il y a 3 mois, je tombe sur une autre podcasteuse qui, elle, n'envoie que de l'audio. Elle n'envoie pas de l'écrit, elle envoie tous les lundis, elle envoie un message vocal à son audience, donc énorme. Et donc, j'allais te dire, se challenger, est-ce que donc c'est intéressant donc, de pouvoir recruter, entre parenthèses, des abonnés par d'autres moyens que le PDF que tout le monde connaît c'est un peu comme les bannières il y a 10 ans, maintenant personne ne les clique. Est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'il y a d'autres techniques pour vraiment faire grossir sa liste de façon plus moderne et intelligente? Écoute, je pense qu'il faut tout tester. Chacun a, comment dire, ses spécificités. Ce qui fonctionne pour toi fonctionne pas forcément pour un autre et inversement. Euh, en faisant du recrutement avec le canal email, je pense qu'il faut quand même pas non plus, comment dire, imaginer qu'on peut mettre une vidéo à l'intérieur d'un email, ça passera pas. Le Non, c'est pas une HTML5. vidéo, c'est plutôt le côté, excuse-moi, je me suis mal exprimé. C'est le côté avant qu'il rentre. C'est-à-dire que avant, tu mettais sur le côté de ton blog ou d'un site, tu mettais un livre blanc ou un site. Si vous Oui, voulez lire ça, mettez votre mail. Donc ouais, là, au lieu de dire, tu dis aux gens, parce qu'il y en a qui n'aiment pas lire, donc tu leur dis, voilà, il y a une vidéo d'1 heure, et cliquez là et vous allez avoir la vidéo. C'est plutôt ouais, le côté complètement. pour appâter le côté, clickbait, voilà, chercher le mot. C'est plutôt le Ah, côté d'accord. clickbait pour essayer de récupérer, changer du livre que tout le monde dit, bon, c'est bon, je vais jamais le lire, ou Ouais. c'est une connerie, il y a 3 pages. Voilà. Non, bah effectivement. Bah effectivement. Après, je pense encore une fois, ouais, je veux te dire, il faut que tu testes. Si tu es capable de faire des vidéos, teste, vois ce que ça donne. Des fichiers audio, pourquoi pas. Après, voilà, il y a des personnes
qui apprécient encore d'avoir comment dire, une sorte de formulaire dans lequel tu dis bah, je veux bien me mettre opt-in parce que tu leur as mis une petite précision sur ce que tu peux leur apporter, de choses comme ça. Voilà, là, il n'y a pas vraiment de recette magique. Je pense qu'il faut surtout faire ce que tu es bon, ce pourquoi tu es vraiment bon. Et si tu es vraiment bon pour faire des bandes son vraiment cool, fais-le. Moi, je me rappelle que j'avais croisé une société américaine qui faisait des podcasts et c'était des interviews vraiment hyper passionnants et tout ça, c'était super bien fait. Et j'appréciais ça largement plus que des fois des vidéos d'autres sociétés qui filment des interviews et tout ça, parce qu'ils étaient finalement bien meilleurs. Le contenu était vraiment plus intéressant, l'animation était vraiment top, avec un fichier audio versus une vidéo où on se dit la vidéo, ça a l'air mieux quand même et tout ça. Bah, finalement, tu vois, ma préférence, elle est quand même plutôt côté fichier son. Et je pense que c'est surtout une question de contenu et une question de fais ce pourquoi tu es vraiment bon, quoi. Ouais, donc, comme tu disais, tu l'as répété plusieurs fois, donc je pense que c'est aussi un élément important de cette émission. L'épisode, c'est vraiment de tester. Même s'il y en a, bon, moi, j'ai des fois testé, j'en ai un peu marre, parce que souvent, je mets en place, et comme je le dis ouvertement, hein, c'est peut-être la fainéantise, c'est-à-dire que voilà, on a bien automatisé, on laisse pendant 6 mois, et en fin de compte, c'est pas ça. Il faut vraiment tester. Quand ça marche bien, là, on peut Ouais. laisser, mais il faut vraiment tester peut-être pendant plusieurs mois, et dès qu'on voit que ça a les résultats qu'on veut, là, on peut laisser automatiser, entre parenthèses. Oui, effectivement. Tu as besoin de tester, ça fait vraiment partie de l'ADN de l'email marketeur, qui est j'ai envie de dire, de positivement douter. Il doit tout le temps avoir un doute en se disant, bon, comment est-ce que je peux faire pour optimiser mes performances? Un peu la méthode Kaizen, comment dire, qui est de chercher à gagner progressivement, mais constamment, un petit dixième de pourcentage ici et ainsi de suite, pour qu'à la fin, les petits ruisseaux finissent par faire des grands fleuves à la sortie. Tu as besoin de tester. Tu peux pas savoir à l'avance, même si tu respectes les best practices métiers, y a des spécificités dans ton industrie, dans ton secteur, il y a des spécificités personnelles que tu dois découvrir au fil du temps. Et ça, je le fais souvent avec mes clients en leur disant, je travaille avec vous et je vais vous livrer une bible de vos best practices à la sortie. Ils sont tous super surpris et carrément enchantés du livrable à la fin, qui est de se dire, voilà, ça marche super bien pour vous. Et il faut tester. Après, tu vas pas tester toute la vie non plus. Enfin, encore que, je dis ça, mais parce que je connais les réalités terrain, mais tu as besoin quand même à un moment de te dire il faut vraiment que je passe par cette phase de recherche, d'optimisation, et elle est vraiment multiniveau. Quel est le meilleur moment pour envoyer mes messages? Et on voit des fois des sacrées différences entre une journée de la semaine et une autre, et une plage horaire versus une autre. Alors là, c'est plusieurs points d'ouverture et de clic différents, donc ça vaut le coup de se poser la question et de faire des recherches. Tester comment est-ce que j'amène mon contenu. Est-ce que je mets du visuel ici, un call to action là? Est-ce que j'en ai assez, trop des call to action? Est-ce qu'on comprend bien mes contenus? Tout ça, ça fera à la fin une différence importante. Il faut passer au départ un peu par cette phase d'optimisation. C'est important. D'accord. Juste un dernier point par rapport à ce que tu venais de dire et ce que je t'ai proposé, PDF vidéo. Ce que je sais aussi que c'est un truc qui est très moderne, c'est une genre de roue. Tu fais un jeu là pour. Est-ce que ça c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que tu as un point par rapport à ça? Les jeux, je m'en méfie souvent. Quand les clients font des jeux pour recruter du monde, la première des choses que je leur dis, c'est OK, très bien. C'est bien les jeux. Les jeux, moi aussi, des fois, j'aime bien jouer, participer, espérer quelque chose. Mais d'un autre côté, la base que tu récupères, il faut absolument la traiter de façon spécifique. Il y aura du déchet, parce que des gens, des fois, te donneront pas forcément une adresse email valide, et ou ils vont te donner une adresse email un petit peu poubelle. S'ils en entendent plus parler, ça les gêne pas. Donc là, pour le coup, je leur dis OK, vous voulez faire ça. Limite, j'aurais utilisé un logiciel de routage spécifique et différent pour pas mélanger, entre guillemets, les résultats qui sont potentiellement assez négatifs et délétères sur la e-réputation, et d'utiliser ça comme une sorte de SaaS en se disant, voilà, j'ai mis un jeu, j'utilise un logiciel spécifique de routage et je vais récupérer à la sortie vraiment les ouvreurs et les cliqueurs, les contacts sur lesquels je sens qu'il y a un avenir et où on peut mettre en place un échange, un vrai programme relationnel. Cela, je les réintègre après dans ma base principale. Mélanger tout risque d'avoir des effets plus négatifs qu'autre chose, quoi. D'où l'importance, ce qu'on a dit tout à l'heure, de bien segmenter, savoir segmenter. Ouais. Est-ce qu'on peut donc des fois peut-être faire l'erreur de trop sur-segmenter? On fait trop de campagnes et trop de tests et on a trop de segments et à un moment on se perd. Il arrive à un moment où plus c'est fin et plus c'est petit et moins entre guillemets, le résultat est facile à analyser. Donc je pense qu'il faut y aller étape par étape. Il arrive un moment où effectivement tu vas te retrouver avec un groupe de personnes très réduit, avec de très très bons résultats. Peut-être que l'effort nécessaire pour arriver à la gestion
de groupes très très fins ne va peut-être pas forcément être pertinent par rapport aux résultats que tu vas obtenir. J'explique, si par exemple tu animes aujourd'hui 10 groupes, 10 segments différents pour un niveau d'ouverture, je dis un chiffre au hasard, 50%, le fait de passer à 20 groupes ou 30 groupes différents, tu vas peut-être réussir à atteindre 52-53%. Est-ce que cet énorme effort et cette complexité de gestion, finalement, vaut la peine? Pas forcément évident. Et effectivement, au bout d'un moment, quand tes groupes sont trop petits, avec à l'intérieur un comptage, un ciblage très réduit, les analyses quand même sont plus compliquées. Je vais revenir sur une question que je t'ai posée, mais je n'ai pas la réponse que je voulais, excuse-moi, parce que j'ai mal posé la question. Si donc demain on s'y remet à l'email marketing, quels sont enfin après ça dépend des métiers, mais le bon taux d'ouverture et le bon taux de clic, comment on peut se dire là on est bien et là on n'est pas bien? C'est difficile de répondre à cette question parce que chaque industrie est différente. Maintenant, si je devais avoir une sorte de benchmark de départ, j'ai envie de dire, il faudrait qu'en ouverture, tu te situes entre 20 et 30% d'ouverture. En dessous, il y a de fortes chances qu'il y a quelque chose qui colle pas quelque part. Est-ce que c'est un problème de délivrabilité, tes emails n'ont pas abouti, sont restés bloqués en spam, forcément les gens l'ont pas vu, donc il n'y a pas d'ouverture. Ou est-ce que tes objets sont pas bons, ta façon de communiquer pose des soucis et tu ne donnes pas envie d'aller plus loin et de découvrir ton message. Si tu es au-dessus de 30%, c'est que ça commence plutôt pas mal. Si tu es en dessous de 20%, c'est qu'il y a forcément potentiellement un gros potentiel à aller chercher et qu'il y a quelque chose qui est, entre guillemets, à optimiser. Après, en termes de clics, donc moi je travaillerais plutôt sur un niveau de réactivité, c'est-à-dire la part des cliqueurs sur les ouvreurs. Là, effectivement, normalement, elle doit être quand même assez élevée, hein, puisque les gens ont ouvert ton email, donc logiquement, ils devraient avoir envie de cliquer. Il n'y a pas de côté déceptif parce que c'est pas ce que je croyais que c'était, donc je m'en vais. Ou bon, d'accord, ouais, ok, pas très excitant, je verrai plus tard. Donc là, en termes de taux de réactivité, je pense qu'il faudrait au moins arriver aux alentours des 40%. En dessous de ça, bon, il faut se poser la question sur finalement est-ce que j'ai recruté les bonnes personnes ou est-ce que je leur envoie les bons messages. Au-delà de ça, de ces 40 points là, se dire bon, ok, très bien, on est plutôt bien parti sur une adéquation forte entre le message que j'envoie avec le profil de ma cible et les contenus que je propose. Donc voilà, donc je pense qu'il faut viser un bon 20-30% en ouverture au départ, et puis après la réactivité, il faudrait au moins être dans les 40 points pour que on se dise ok, là j'ai atteint un stade où maintenant on va arriver à d'autres étapes d'optimisation avec peut-être le besoin de se faire accompagner si on n'a pas les idées très claires ou les connaissances pour. Donc, par rapport à ce que tu viens de dire, donc le taux d'ouverture, donc imaginons qu'on est en dessous donc de 20%. Ouais. Est-ce que donc, parce qu'après il y a deux écoles, est-ce qu'il faut automatiquement des fois donc aussi cleaner sa base, donc laver sa base et virer ce qui est pas bon, ceux qui Ah, répondent jamais, ou clairement. j'ai d'autres écoles qui disent il faut jamais retirer, on sait jamais, un jour ils vont se réveiller. Non. Qu'est-ce que tu Alors conseilles? non, non, alors là c'est catégorique. Tu as un mauvais taux d'ouverture, il est faible, nettoie ta base. Nettoie ta base, c'est indispensable, c'est vital. Je vais te donner un seul exemple qui illustre pourquoi c'est si important de nettoyer sa base. Les filtres anti-spam, les ESP, comme Google par exemple, ou Hotmail, vont monitorer l'activité de certaines adresses email. Si une adresse email ne montre pas de signe d'ouverture ou de clic pendant une période de 6 mois, ils vont s'en servir comme des systèmes qu'on appelle des spam traps. Donc concrètement, ils vont monitorer ces adresses en se disant si un annonceur envoie des communications sur un spam trap qui est inactif depuis 6 mois, c'est qu'il y a un truc qui est pas normal, parce que normalement le contact il a l'air complètement mort et inactif. Pourquoi il aurait pris un opt-in auprès d'un annonceur? Ça paraît très très suspect. Donc du coup, toutes les adresses qui sont inactives, alors je sais que chez Microsoft c'est 6 mois, sont monitorées de façon très spécifique, très spéciale, comme si c'était des pièges à spam. Si tu les enlèves pas, tu risques potentiellement à un moment de passer pour un spammeur. Donc, tu as absolument besoin de dégager ces adresses pièges extrêmement dangereuses de ta base de données en nettoyant ta base de données. Donc, c'est vraiment très, très important de se dire, un jour, il va se réveiller. Non, c'est mort. C'est comme le directeur du département qui te dit, plus j'envoie d'emails, mieux c'est. Demain, c'est les soldes. Vous me mettez tout à l'intérieur des campagnes. Je veux les inactifs, les DVD qu'on avait collectés dans les années 80, je veux tout, absolument tout. Grave erreur. Il faut surtout pas faire ça. Donc toujours penser à la qualité et pas automatiquement à la quantité. Absolument.
Tu vas envoyer et puis en plus ce qu'il faut pas non plus perdre de vue, c'est que si toi tu envoies généralement des campagnes, j'ai envie de dire, je sais pas moi, tu envoies 100 000 emails par mois, ton manager te dit c'est les soldes, il faut que tout le monde reçoit l'email et 3 fois dans la foulée, tu vas te retrouver à la fin du mois avec un trafic à 1 million d'emails envoyés. Là aussi ça va être hyper suspect du point de vue de la délivrabilité. Tu peux pas décemment expliquer, justifier comment tu passes de 100 000 emails à 1 million d'emails, c'est juste pas normal. Donc du coup, cette augmentation de volumétrie très importante, très forte, sur un laps de temps très court, va attirer une énorme suspicion sur ton adresse IP, ton nom de domaine. Il va passer pour un spammer. Potentiellement, les emails passeront une fois, mais pas deux. Je peux t'assurer qu'ensuite, après, ils vont se rendre compte qu'effectivement, tu as envoyé des choses assez sales à une base qui répond pas. Du coup, la prochaine fois, ton niveau d'acceptation sur les boîtes de réception sera très compliqué. Et du coup, même les adresses légitimes auront du mal à aboutir. Et du coup, ce sera beaucoup plus contre-productif que de se dire, tant pis, je garde quelqu'un, de toute façon, dans 3 ans, peut-être qu'il va se réveiller. Mort. Très mauvaise idée. Très, très mauvaise idée. Bon, avant qu'on passe aux questions pro pour passer par un professionnel comme toi, j'ai une dernière question. Est-ce que ça vaut le coup en fin de compte de... Enfin, dernière question, j'en ai toujours plein, mais est-ce que ça vaut le coup en fin de compte de payer pour faire de l'email marketing? C'est-à-dire, je m'explique, pour faire grandir sa liste, au lieu de faire de l'inbound marketing, on fait en fin de compte du payant. On a un trafic qui est pas cher, on le sait. On va prendre il y a 10 ans, Facebook, c'était rien en termes de trafic, c'était pas cher, donc on va payer 10 € donc le clic pour avoir récupéré des mails. Est-ce que ça vaut le coup de Non, construire moi, ça? carrément, je suis pas du tout fan de cette façon d'acheter des opt-in, d'acheter des adresses. À la Enfin, finalité, c'est ce que tu fais, quoi. c'est pas acheter. Bon, voilà. Bon, Oui, je pense je que mets tu des as guillemets. Je mets des voilà, guillemets autour de t'as mon répondu, mais acheter. disons que j'ai un bon contenu, j'ai un article de 2000 mots qui va logiquement plaire à mon audience, mais j'ai envie Ouais. d'aller plus vite, je paye pour que les gens aillent sur l'article. Voilà, c'est ça la même chose, je crois, ta réponse. Oui, alors je vais mesurer ma réponse pour le coup. Euh, Payer pour générer du trafic vers un article qui ensuite peut amener des contacts à prendre un opt-in, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que tu exposes de façon importante une landing page qui propose un contenu. Alors, effectivement, il faudra être bien précis sur pourquoi c'est intéressant de prendre un opt-in, ce que tu proposes, voilà, et très 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 clair dès le départ. Là, ça peut être pas mal parce que finalement, voilà, tu exposes de façon très forte avec des leviers additionnels, peut-être payants ponctuellement, un contenu auquel tu crois fortement. Oui, pourquoi pas? Ça peut être pas mal. Après, acheter, genre, je paye pour pouvoir collecter des adresses email, non, non, surtout pas. Ça, c'est Ouais, du là, type là, faut pas prendre quoi. page de capture classique, Ouais, non, 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 pas c'est pas ça. intéressant. Voilà, ouais, carrément pas. Ça, c'est des choses que je recommande pas parce que bon, c'est un peu comme les jeux que tu peux mettre en place, les loteries, des trucs comme ça. Les résultats sont hyper aléatoires et en général, tu récupéreras des bases hyper sales, très peu engagées. L'idéal, c'est de rester relativement éloigné de ce genre de choses-là, de pas se dire c'est une bonne chose parce que tu fais que de la volumétrie pour de la volumétrie et au final, ça n'aboutira pas sur des bons résultats. Donc ça, je le ferai pas du tout. Par contre, dépenser un peu d'argent, de mettre en place des moyens pour exposer de façon plus forte à un instant T des contenus à valeur ajoutée, oui, oui, je pense que ça peut être pas mal. Pourquoi pas? Je vais continuer un peu sur ça parce que j'ai vu que tu étais un peu, enfin, tu avais une expérience anglo-saxonne et je pense Oui. que tu connais le terme parce qu'une fois j'ai parlé avec un marketeur français qui ne connaissait pas. Ah, Est-ce que tu connais le solo ad? le solo ad ou le oui, solo Enfin, ad, oui. je crois que c'est un autre terme en France, mais je n'ai pas le terme. C'est-à-dire que tu donnes de l'argent à un marketeur qui a une grosse liste pour faire des campagnes spécifiques. Et en fin de compte, comme tu vas l'envoyer vers ta page à toi, donc c'est sa liste à lui, tu vas payer en fin de compte par un prix qu'il va te proposer, hein, 100 € les 20 clics ou je sais pas quoi. Ouais. Donc tu lui payes par exemple 1000 €, il va envoyer à sa liste à lui, mais comme tu vas mettre une page avec une page de capture, ça va revenir vers toi. Donc Ouais, ça je va crois qu'en en France, unifier. on appelle ça plus ou moins de la co-régistration, Voilà, ça doit si être c'est un ça, je peu crois. plus ou moins le truc. Encore une fois, il faut que ce soit bien fait. C'est-à-dire que on prend pas un email ton email à toi avec ton branding, ton contenu que j'envoie tel quel avec d'autres adresses IP, avec un autre annonceur. Parce que pour le coup, ça va être déceptif parce que le réceptionnaire va pas comprendre pourquoi d'un coup il reçoit un message de ta société. Il dit, bah, je le connais pas. La réaction, c'est souvent une réaction un peu vive de mise en spam, de rejet. Donc ça marche pas. En plus, c'est assez compliqué parce que encore une fois, je reviens à la délivrabilité. Les filtres anti-spam, ils savent quelles adresses IP sont supposées être rattaché à quel nom de domaine. Donc si toi tu as un partenaire qui va router avec son adresse IP, mais que tu n'as que ton email à l'intérieur, donc avec ton domaine, quand tu cliques sur les liens, tu arrives sur ton domaine, du coup le match ne se fait plus. Donc du coup ça devient un peu confus. Et
confusion égale suspicion égale blocage. Donc c'est pas une bonne chose. La bonne façon de fonctionner, c'est que l'annonceur, ton partenaire, te présente. Et donc le branding de la newsletter, c'est l'annonceur, et dans son email, il t'introduit, il présente, voilà, c'est telle structure, telle marque, tout ça, quitte à ce qu'à l'intérieur, il englobe une partie de ton message avec ton logo, avec des liens qui renvoient chez toi, mais c'est important que le réceptionnaire comprenne bien que le partenaire présente un ami. Et là, ça marchera beaucoup mieux. Et en même temps, pour le filtre anti-spam, sachant que le partenaire, avec son adresse IP, présente un ami, mais le partenaire est quand même présent avec son contenu, son logo, ses liens. Du coup, il y a une cohérence. Et donc, ça passe beaucoup mieux, beaucoup mieux. Ouais, c'est ce qu'il fait souvent avec quand il y a des lancements avec certains influenceurs ou certains infopreneurs qui en Ouais. général chacun fait la promotion de l'autre, mais il indique bien voilà, j'ai un ami qui sort un produit, je vous le conseille. Voilà, Voilà, exactement. c'est Tant différent. que tu fais ça, là ça marche. Là ça marche. Du point de vue technique et du point de vue de la déceptivité potentielle, les planètes sont bien alignées. À partir du moment où tu commences à faire croire que c'est toi qui prends la parole, là c'est déjà plus compliqué. Je pense que et je peux comprendre que certains managers se disent oui non mais envoie-moi mon mail à moi, comme si c'était moi. Oui non, c'est pas une bonne chose. Je te présente, ça marchera beaucoup mieux. Après voilà, il y a encore une fois des personnes qui comprennent et d'autres qui sont plus réticentes. Mais ce système de solo de slash co-régistration, terme plutôt francophone, génère quand même des fois des résultats assez intéressants. Moi, j'ai vu des annonceurs envoyer des messages avec des promotions fortes comme les soldes, par exemple, en disant venez préparer les soldes avec nous, préparez votre panier, et ainsi de suite. Et finalement, ça a permis de générer voilà, des paniers additionnels en plus que ce que l'annonceur fait de son côté, avec un intérêt, un bon intérêt. Après, il faut bien choisir son partenaire aussi. Je veux dire, voilà, tu vois, si tu as un annonceur dans le domaine du prêt-à-porter, tu vas peut-être pas demander à un garagiste enfin, un spécialiste de l'automobile de faire de la co-registration, parce que là, ça risque d'être un petit Ouais, peu moyen. Mais par contre, avec des gens qui sont dans le domaine, effectivement, de la déco, univers féminin ou masculin en fonction d'eux, là, ça peut être plus pertinent, ça peut tenir la route. Voilà. d'accord. Donc là, on va passer au côté professionnel. Donc là, la personne a une petite TPE. Et il a peut-être 5 ou 10 personnes. Il disait, ah non, je viens d'écouter Olivier, c'est trop chiant. Je vais passer par un pro. Comment tu le conseilles? Qu'est-ce qu'il peut faire? Combien ça va lui coûter? Et quels sont les résultats qu'il peut avoir? Donc là, j'ai posé 4-5 questions, mais bon, voilà, je te laisse faire. Ouais, bien sûr. Comment faire? Je pense qu'effectivement, je pense qu'il faut qu'il commence déjà par entre guillemets essayer de se positionner, de se dire voilà ce que moi j'aimerais faire, au moins déjà débroussailler un peu le terrain en se disant bon, j'ai compris l'intérêt du canal emailing, voilà ce que j'ai envie de faire. J'ai envie d'envoyer une newsletter, j'ai envie d'envoyer des promotions, donc se faire une sorte je vais dire point à date et description de son envie. Ensuite, il est identifié un professionnel qui va l'aider à construire les emails, à affiner sa stratégie, à l'aider à collecter les adresses, à poser un peu les bases. Bon, le budget, c'est pas forcément simple de répondre à cette question. Ça dépend si ton annonceur il dit écoutez, moi voilà, je vous sous-traite le routage et la production de mes emails, donc c'est votre responsabilité d'envoyer les emails et de faire en sorte qu'ils arrivent en inbox. Donc je gère pas la partie spam et tout ça, versus vous m'avez conseillé, maintenant je fais tout seul de mon côté. Euh, les budgets sont pas forcément les mêmes parce que si tu fais de ton côté, forcément c'est moins cher, mais après bon, tu risques de faire plus de bêtises aussi. Donc voilà. Sur la partie budgétaire, j'ai envie de dire c'est compliqué de répondre parce que moi j'ai parfois des contacts avec les sociétés, voilà, des petites sociétés locales avec qui on a envie de bosser et pour le coup on adapte carrément les budgets en se disant on va pas non plus se bloquer pour un billet, on a envie de bosser avec vous, on a envie de vous aider, on a envie de faire un truc qui soit beau, on a envie de faire quelque chose dont on est tous fiers, on trouvera forcément à un moment un équilibre budgétaire. Après effectivement c'est difficile de se dire pour 500 euros j'arrive à faire tout décoller et avoir tous les mois 3 newsletters. Ça va être un peu tendu quand même, quoi. D'accord. Donc, et en général, ces services, si on veut vraiment bien travailler, c'est sur quelques mois, sur une année? C'est Ouais, combien? je pense qu'il faut pas se dire que je suis parti sur 2 3 mois parce que on n'a pas vraiment le temps de faire le tour de la question sur une période aussi courte. Je pense qu'il faut au moins se donner 6 9 mois pour pouvoir se dire bon là j'ai assez de recul sur déjà des premiers tests, sur déjà des premiers résultats qui peuvent me donner une vision suffisamment
assez nourri pour pouvoir me projeter et me dire voilà donc si je rajoute 12, 24 mois, 36 mois après, où est-ce que je peux potentiellement atterrir en termes de résultats, calculer mon ROI, des choses comme ça. Il faut effectivement pas partir sur une période trop courte. L'emailing, comme d'autres leviers digitaux, c'est quand même une course de fond. C'est pas un truc, un sprint où on fait ça d'un coup, clac, tiens ça marche pas, on va laisser tomber. Donc je pense il faut se donner un petit peu du temps. Donc, moi j'ai eu la chance par exemple d'accompagner à un moment le Crazy Horse parisien. L'objectif, c'était de savoir, bon, ok, est-ce que le canal emailing, au travers de partenaires dans le domaine du tourisme ou directement en tant qu'annonceur, est-ce que ce canal a un vrai levier, sachant que les gens, quand ils sont venus assister au spectacle, ils reviennent rarement tout de suite après derrière. Donc on a travaillé avec eux pendant plusieurs mois pour leur dire voilà, aujourd'hui le potentiel email il est exactement à tel niveau, voilà ce qu'on peut espérer avec tel type de moyens générés comme business et comme relationnel. Et effectivement, on n'était pas parti sur une mission de 2 mois quoi. Ouais, donc c'est toujours stratégie long terme et bien définie, hein. On ne fait pas de marketing Ouais, comme ça du voilà. jour au lendemain. Donc, Il faut bien vraiment se donner 6-9 mois au départ pour qu'après on puisse se dire bon, finalement j'accélère plus fort parce que le potentiel il est là, parce que j'arrive à me projeter sur comment dire sur la suite en mettant peut-être plus de moyens et avec la mesure du ROI ou finalement de se dire bon voilà le résultat de toute façon ne sera jamais nul ou mauvais, ça c'est sûr, il y aura forcément une valeur ajoutée qui sera créée, euh, mais d'un autre côté peut-être qu'il sera pas au niveau attendu de l'annonceur, qui va dire bon ok c'est bien mais ça suffit pas pour moi. Moi, j'ai besoin de plus. Du coup, je m'éloigne du canal email ou je le traite de façon différente. Je le sous-traite complètement à quelqu'un en disant voilà, moi j'ai telle enveloppe, je peux pas aller plus loin, il faut que ça reste rentable. Voilà, ça dépend vraiment des cas de figure, mais partir sur un court terme, ce sera plus difficile, ça c'est certain. d'accord. Bon, ben, je pense qu'on a bien traité. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oublié de te poser comme question, ou des choses qu'on n'a pas traitées que tu as en tête, que tu pourrais donner à l'audience là, actuellement? Non, je pense qu'on a ratissé assez large sur les dimensions marketing, la partie un peu technique, la partie délivrabilité, quelques voilà informations générales métiers. Non, j'aurais juste envie de dire, le canal email a nécessairement un potentiel pour construire un relationnel avec une base. Peut-être que l'indicateur, c'est pas forcément non plus la rentabilité immédiate. Il faut savoir des fois se dire ce canal digital est un petit peu moins rentable ou pas rentable par rapport à d'autres qui sont plus des vaches à lait qui permettent d'équilibrer les choses, mais j'en ai quand même besoin parce que c'est un levier qui me permet de rester connecté avec ma clientèle, de capter des informations, de comprendre ce qui se passe. Donc pour le coup, je pense que euh, ce levier-là, il est stratégique et c'est pas par hasard. Bah, surtout que pour revenir à ce que j'ai dit au début, hein, en préambule, c'est que ceux qui ont été bloqués à la maison et ceux qui n'ont pas pu ouvrir leur commerce, eh ben, s'ils avaient le mail, pouvaient continuer à faire du business. Surtout les e-commerce, hein, bien sûr. Après, les autres, c'est compliqué parce qu'ils n'avaient pas livré du bœuf en porte-à-porte. Donc voilà, mais ils pouvaient continuer à rester en relation avec la clientèle. Ouais, ouais, Et donc, c'est quand même un gros avantage. Et en plus, je crois que c'est les Américains qui appellent ça ils aiment bien donner l'image du ATM, d'une machine à cash. Alors qu'on oui, envoie un mail, on récupère de l'argent. Donc bon, c'est les Américains, ouais. mais bon, c'est pas faux. Tu vois, j'ai une amie qui a ouvert une sorte de drive. Ils sont dans le domaine, comment dire, agricole, et elle a ouvert un drive à côté de son exploitation où les gens peuvent venir prendre du pain, des légumes, des fruits, des choses fraîches et tout ça. Et donc, il était question à un moment qu'elle crée un site internet pour se faire connaître. Bon, finalement, elle l'a pas fait. Et on en a reparlé il y a peu de temps. Et c'est vrai qu'elle m'a dit, moi, j'en aurais vraiment voulu adorer pouvoir communiquer avec mes clients, mes prospects, pour leur dire on est toujours là, on a toujours des produits pour vous, on a envie de vous aider, on est présent, vous pouvez venir, on peut s'organiser pour que ce soit pas non plus n'importe quoi. Les produits frais, vous en avez besoin, on continue de fonctionner. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, elle m'a dit c'est vrai que moi j'aurais adoré avoir une liste de téléphone ou d'emails pour pouvoir communiquer avec mes gens. Pas forcément, elle me disait pas ça sous l'angle business, mais elle me disait surtout qu'elle était un peu frustrée de ne pas pouvoir montrer qu'elle était là prête pour aider et qu'elle était présente. Évidemment, il y a la dimension business aussi, mais surtout, le fond de sa pensée, c'est de se dire, j'avais tellement envie de dire aux gens, je suis là, venez, si je peux vous aider, moi je suis dispo, je suis prêt, j'ai des choses pour vous, ça, voilà. Et elle était désolée de ne pas pouvoir l'avoir fait. Donc,
finalement, c'est quand même pas voilà, c'est plutôt une bonne chose de pouvoir se constituer un moyen de communiquer, quel qu'il soit, avec sa clientèle, avec ses prospects. L'email est souvent le canal le plus simple et le plus efficace. Voilà. Ça revient à un livre que je viens de finir, c'est Zero to 1 Million. C'est plutôt bon, e-commerce. Et il disait souvent, voilà, avant même de débuter, il faut créer sa communauté. Et dès qu'on Ouais, a ouais, 1000 fans, on est tranquille, quoi. On sait qu'on, ouais, en plus des avoir sur les réseaux sociaux et d'avoir leur mail, on peut faire ce qu'on veut. Logiquement, si le premier produit a plu, ils vont aimer le deuxième, le troisième, le quatrième. Souvent, on les c'est ça. connaît. Ouais, Alors qu'ils vont, les produits vont se ressembler. Et puis voilà, on a créé une communauté, on est parti. Il n'y a pas ouais. de limite après. Mais tu vois, pour un annonceur petit ou grand, finalement, son trésor à lui, hein, c'est son identité et c'est aussi sa base de données, les Bah, informations sur- qu'il bah, a, quoi. bah, Ça, c'est surtout en un. plus, quand tu parles de ça, j'ai repensé à ça. C'est que souvent, quand tu fais même une vente d'e-commerce, selon ta liste email, le prix d'achat est plus important. Parce que bah, la Ouais, liste, si tu as un e-commerce sans liste email, c'est pas que ça n'a pas de prix, mais là, c'est-à-dire que tu dépends donc de Google, tu dépends. Et quand tu n'as que voilà. ta liste, eh ben, Ouais, tu peux vendre que la liste a une ouais, valeur exactement. considérable. Exactement. Donc d'où l'idée, un trésor, ça s'entretient, ça se nettoie, on essaie de le faire grandir, on essaie d'en faire quelque chose de vraiment, voilà, de très qualitatif. D'où l'idée de nettoyer son trésor, d'en prendre grand soin. Ça vaut autant que sa marque, ça vaut autant que l'expertise que tu mets à disposition, ou tout ça, les produits que tu as. Donc ouais, vraiment cette base de données, c'est stratégique. Bon, je pense qu'on a motivé tout le monde à Mais faire quelque oui, chose. mais bien sûr, mais lancez-vous, vous verrez, ça va forcément apporter du plus. Ça, c'est certain. J'ai jamais vu sur les 10 dernières années que j'ai passées dans le domaine de l'emailing et sur les 10 dernières années précédentes dans le domaine du e-commerce. J'étais responsable e-commerce de la Redoute à un moment. J'ai bossé aux US, en Angleterre et tout ça. J'ai jamais vu un cas de figure où le client était comment dire, était perdant. Il me dit mais c'était un désastre, c'est jamais arrivé. Des déceptions en se disant oh, je pensais que ça aurait été mieux ou tiens j'attendais un truc différent, des surprises, des bonnes, des moins bonnes, mais jamais personne n'est revenu, enfin n'est sorti de là en se disant c'était un désastre, j'aurais jamais dû faire ça quoi. Il y a forcément un plus qui est là à aller chercher quoi. C'est Bon, évident. je pense que je vais quand même pas frustrer les gens parce que c'est vrai que tu n'as pas de site internet, tu n'en as plus. Donc, je mettrai les liens vers ton LinkedIn. Donc là, Oui. je vais poser 5 questions que je pose à tous mes invités. Donc, quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Le bizdev dont je rêve, à part Le, celui que le, je le fais business, maintenant, ouais, le business, ouais. Euh, je je pense que j'ai envie comment dire de côté d'expatriation, de voyage, de quelque chose qui soit lié avec comment dire le déplacement, le côté un peu découverte. Voilà. Il faut trouver donc des clients à l'étranger. Ouais, c'est ça. Quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? En tant qu'entrepreneur, ma meilleure expérience, je pense que c'est mon premier client quand j'ai créé ma structure. Je me suis défoncé pour lui parce que c'était le premier. Ben, ça veut pas dire que je vais pas me défoncer pour les autres, évidemment, mais il a une dimension un peu particulière. C'est le number one. C'est facture 1 que tu envoies et tout. Et c'était positif parce que autant j'ai mis tout mon cœur, mon énergie, tout parce que voilà. Et le client, en fait, l'a ressenti. Il était non seulement très content, mais il y a ce côté où tu dépasses le relationnel client-prestataire avec, entre guillemets, deux personnes qui s'apprécient en se disant, t'as donné ton max, t'as vraiment fait un super job et moi je l'apprécie. Et ça, c'était une sensation vraiment, mais vraiment super, quoi. Donc, ça t'a mis indirectement le pied à l'étrier. Donc, tu as été motivé pour le deuxième et le troisième. Après, ça s'est enchaîné très vite, effectivement, et j'ai un niveau d'exigence personnelle très élevé par rapport à ce que je fais, parce que à chaque fois, je tiens absolument à avoir une grosse fierté de ce que je produis pour mes clients. Et rapidement, quand je suis en contact avec quelqu'un qui a besoin d'aide, je vais pas te dire qu'on dépasse la relation prospect, pardon, client prestataire, parce que il y a cette dimension de valeur humaine qui intervient très vite. Donc voilà, donc effectivement, c'est important pour moi et ça a toujours été après quand les clients ensuite sont arrivés des choses que j'ai continué de ressentir. Mais le premier, c'était le premier. Dans ton premier amour. Et ça, voilà, il gardera toujours un truc unique, quoi. quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur?
Ne pas avoir peur. De quoi t'as peur? T'as peur de... Non, n'aie pas peur, teste. Il y a aussi un moment, j'ai entendu une sorte de petite citation qui m'a dit, ils l'ont fait parce qu'ils savaient que c'était, parce qu'ils savaient pas que c'était impossible de le faire. Ils savaient pas que Tout c'était à fait. impossible, mais ils l'ont fait. Et je trouve ça, voilà, il faut pas se dire, ah, je vais pas y arriver, ou oh mon Dieu, ça va être très dur, ou à cause de ça, ça va me bloquer. Je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire parce que déjà, c'est un pur plaisir de créer quelque chose. C'est son bébé. Ça n'a plus rien à voir quand on produit soi-même les choses. D'une certaine manière, on travaille d'abord pour soi, pour son client, et on n'est pas dans une équipe avec un patron, en tant qu'employé. C'est complètement différent. C'est un peu ton bébé quand même et ça change tout. Et moi, je me rappelle, j'avais créé ma société et j'avais un fils là qui était né quelques mois avant et j'ai entendu plein de monde me dire ouais, est-ce que tu es sûr que tu as un bébé, il est tout petit, il fait pas ses nuits, ça va être horrible, tu devrais peut-être reporter ton lancement un peu plus tard et tout ça. Je disais il faut pas avoir peur, on sait que ça va être hard, mais l'énergie on l'a là et il faut pas avoir peur, faut se lancer et être positif et se dire ça va fonctionner. Ce sera pas simple, hein, on va pas se la raconter. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie, mais il faut rester confiant. Il faut avoir confiance en soi. C'est très important. J'aime bien cette question parce que souvent, c'est là qu'on voit le mindset de l'entrepreneur. Donc là, tu as bien Clairement. répondu. Donc, quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Le livre que je conseillerais, c'est celui que je vais écrire. Non, 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 j'ai commencé à écrire un livre et je n'ai jamais réussi à le terminer. Mais bon, j'en ai lu un il y a peu de temps qui s'appelle Disruption, qui parle d'intelligence artificielle, de la fin du salariat, de l'humanité augmentée, des choses comme ça. Et je l'ai trouvé vraiment top. Parce qu'en fait, il revient sur un concept que j'ai expliqué il n'y a pas si longtemps que ça à mon fils. Alors j'en ai deux des fils, hein. Il y en a un qui a 11 ans maintenant, donc plus ou moins l'âge de la société, et il y en a un qui a 15 ans. Et je disais au grand, je disais, écoute, voilà, aujourd'hui, tu as deux possibilités. Soit tu travailles pour quelqu'un, donc tu es un employé, ou soit tu produis toi-même les choses, tu travailles pour toi. Et donc le fait de travailler pour soi-même, c'est vraiment, entre guillemets, c'est ce côté indépendant, c'est de faire des choses sur lesquelles tu as une forte valeur ajoutée, une forte compétence pour d'autres personnes. Et comment dire, il faut pas avoir peur de le faire, il faut aller le faire, il faut aller comment dire, le tenter. Et avec le temps, cette partie-là va s'augmenter. Tu vas apprendre des choses en plus, et tu vas aller proposer des choses en plus, et tu vas potentiellement aller sur des territoires qui au départ te semblaient être impossibles de le faire. Et finalement, on se rend compte que aujourd'hui, c'est pas parce que tu as un CDI que tu es en sécurité et que tout va très bien. Au contraire, maintenant, il vaut mieux des fois être indépendant et être très bon dans ce qu'on fait, plutôt que d'avoir un CDI et de penser que les choses sont... Je sais pas si j'ai bien expliqué les choses, parce que ce Si, livre mais est je pense assez... que, je pense que l'audience qui est très entrepreneur a compris que tu étais fan de l'entrepreneuriat et que tu dis aux gens qu'il faut devenir entrepreneur. Le livre, c'est Disruption, intelligence artificielle, fin du salariat, humanité augmentée, livre de Stéphane Maillard. Merci Google. Donc, ouais, je pense que. Exactement, exactement. Donc, on va aller lire ce Voilà. livre. Ouais, ouais, il est top. Franchement, il se lit vite. Et moi, il m'a parlé. Je me suis dit, effectivement, ouais, tout est disruptable. Aujourd'hui, tout change. Tous les modèles qu'on connaît, on peut facilement les remettre en cause. Et si on le fait pas, ils vont quand même être remis en cause. Donc il faut vraiment se dire, voilà, moi aussi je me remets en cause, moi aussi comment est-ce que je peux faire mon travail différemment, comment est-ce que je peux être meilleur, comment est-ce que je peux me rendre indispensable. Et il faut pas avoir peur de se dire, non mais les choses ont changé. Et les codes qu'on connaît aujourd'hui, s'ils n'ont pas déjà pété, ils vont Non, bientôt surtout que casser. ça va être très vite, parce que moi, j'ai vu deux documentaires dernièrement sur l'IA. Surtout que moi, depuis 3 mois et demi, j'ai un client où je fais du bizdev pour lui et je vends une plateforme de data et d'IA. Et je vois qu'il y en a qui sont perdus, qui n'osent pas le faire, qui pensent que Ouais, l'IA, c'est que du buzzword. Ils n'ont pas compris qu'ils vont se faire dépasser par la concurrence et que ça va être une vitesse même pour nous, hein. Là, on en parle. Là, j'ai ouais, à mon fils, je lui parle des voitures et des téléphones. Il n'y a même pas 15 ans, on n'avait pas de téléphone. Il ne comprenait pas. Je dis, mais non, mais ton monde, ce que tu vois là et maintenant, ce que tu vois dans les dessins animés des fois, c'est ça que tu as vu, les voitures qui volent. Et mm, on ne dirait pas, mais la voiture avant, on avait 3 chaînes. Quand moi, j'ai grandi, j'ai 44 ans. Je dis, maintenant, ouais, tu vois, donc le monde ouais, va à une vitesse. Si tu ne t'accroches pas, tu es mort. clairement, Dernière clairement. question, on ne va pas dépasser ce que nous allons partir sur notre sujet. Quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? La compétence que je rêve d'avoir. Je ne sais pas si c'est une compétence, mais
J'adorerais ne pas avoir besoin de dormir 7 heures par nuit, mais que 2 ou 3 heures, parce que j'ai envie de faire tellement de trucs que des fois, je vais pas dire que le sommeil c'est une perte de temps, pas du tout, mais des fois j'envie les gens qui me disent, moi j'ai un mode de fonctionnement, en 3 heures, j'ai des nuits qui font 2 heures, 3 heures, je suis reposé, j'ai tout ce qu'il me faut, je suis en très bonne santé, tout va très bien, et du coup, bah, je gagne une demi-journée par rapport à toi. Et ça, je me dis, oh, ce serait génial si je pouvais avoir la capacité de me reposer, de me régénérer en 2 heures, 3 heures, au lieu d'avoir besoin de mes 7 heures de sommeil, comme tout le monde. Je me dis, oh, je pourrais lire des bouquins que j'ai envie de faire, que j'ai envie de lire, j'ai des choses que j'ai envie de faire, ou faire plus de sport, des choses comme ça. Donc voilà, donc c'est pas tant une compétence, c'est surtout cette capacité de faire plus de choses, en fait. Parce que les Mais il journées ne paraît que font c'est que une compétence 24 parce heures. que moi, j'ai de la chance de dormir 5 à 6 heures. Des fois, j'ai besoin de plus, des fois, j'ai besoin de moins. Et Ouais. même hier, bah, j'ai dormi que 3 heures. Mais bon, je l'ai quand même senti ce matin. Parce que Ah, je prends de l'âge aussi. Et c'était pas voulu en plus. Des fois, c'est voulu, mais là, c'était pas voulu. Donc, ça m'a un peu énervé. Mais bon, parenthèse. Mais ce qui paraît, il y a des techniques à apprendre. Mais je crois qu'il y a une petite partie de la population qui peut dormir. La moyenne, c'est 3, 4 heures. Ça, c'est leur nature. Mais ouais. l'humain normal ne peut pas dormir 4 heures. C'est pas logique. Bon, voilà. Et après, tu as les autres qui font 5 6 heures, et puis tu as les autres qui font 7 8 9 et qui s'arrêtent plus. Donc voilà, donc Ouais, après, et ce qui paraît, tu peux te forcer pendant quelques mois, mais pas plus. Si tu fais plus qu'un mois, il y aura un problème psychologique et physique. Donc voilà. voilà. Donc Là, du tu coup, m'as lancé sur un sujet, donc on n'en parlera pas. Je ferai un autre épisode à part. Mais voilà. Je comprends ce que tu veux dire. c'est ça. C'est pas vraiment une compétence, c'est juste une capacité que je n'ai pas, qui est réservée à des privilégiés. Et j'adorerais pouvoir moi aussi pouvoir faire plus de choses parce que j'ai envie de faire tellement de trucs. Et pour ça, j'aurais besoin d'avoir des nuits plus courtes. Bon, ben Olivier, grand merci. Je pense que là, les gens étaient motivés. Ils vont tous réécouter l'épisode. Comme je dis aux gens, il faut réécouter, prendre un papier comme moi. J'ai noté beaucoup de choses parce que je suis pas extraordinaire en email marketing, même très mauvais. Pour certains, je suis bon parce que j'ai quand même une liste, mais voilà, j'aimerais bien avoir 2 zéros de plus sur la liste. Après, comme tu dis, ça veut pas dire que 2 zéros, ça veut pas Non, dire que c'est bien. c'est Mais bon, ça. il faut penser à la qualité. Donc, grand merci. Donc, je dis aux gens, voilà, donc je mettrai les liens vers ton LinkedIn. Et puis, Ouais, dès que tu auras hésitez tes pas, hein, sites, je voilà. mettrai les sites. Voilà. Mais contactez-moi si vous avez des questions. C'est même pas forcément, j'attends pas nécessairement des gens qui vont venir me passer des commandes. J'adore ce que je fais et on a passé un temps, c'était vraiment super agréable d'échanger avec toi et de répondre aux questions. Mais j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent, vous avez des questions, juste appelez-moi. On en parle. Je donnerai mon point de vue, des conseils. Je suis pas forcément non plus à la recherche de gens pour facturer. Donc n'hésitez pas. Après, si vous avez envie de bosser avec moi, vous serez plus que les bienvenus, évidemment. Bon, ben, Olivier, grand merci. Merci à vous. Merci à toi. Ciao. Fini donc pour l'épisode 107. Donc, j'espère que tu as apprécié les bonnes informations d'Olivier. Donc, je te mettrai donc le lien vers son LinkedIn. Il a donc, comme expliqué au début, donc plus de site internet pour ses deux business, mais il est donc joignable sur LinkedIn. C'est là où il fait donc la majorité de son business. Donc, n'hésite pas, comme il a dit, donc à lui poser des questions, à le contacter, à vraiment donc prendre tout ce qu'il a en tête. Soit bien sûr en gratuit parce que tu n'as pas les moyens, ou sinon parce que donc tu veux. Et si tu as les moyens, ben, n'hésite pas à prendre ton service pour faire vraiment quelque chose sur le long terme. Comme il l'expliquait, hein, c'est pas en quelques mois que ça marche. Il faut vraiment poser les bases de quelque chose de solide pour vraiment récolter les fruits donc, du travail qu'il aura fait ou que tu auras fait avec lui. Donc voilà. Donc n'hésite pas toujours, je le répète, à commenter et à partager. Je le répète pour ceux qui ont oublié. Donc juillet-août, il n'y a qu'un épisode par semaine et je reprendrai les 2 ou 3 épisodes. Je ne sais pas encore, je réfléchis à différentes techniques. Les épisodes donc sur au mois de septembre, et là en fait c'est la première fois que je fais travailler un expert sur l'audio, donc c'est pas moi qui vais faire le montage, donc dites-moi ce que vous en pensez, mais moi donc sur un commentaire dire que c'est mieux enregistré, c'est mieux coupé, c'est mieux monté, je ne sais pas, pour voir si je travaille toujours avec Gilles. Donc je te dis au prochain épisode, ciao ciao.